Du meurtrier qui a demandé de la terre pour accomplir un rituel avant son exécution, au tueur qui a commandé le plus gros dernier repas jamais enregistré dans l'histoire des États-Unis et a refusé d'en manger une seule bouchée, voici les dernières volontés les plus folles des meurtriers condamnés à mort. Ronnie Lee Gardner. Tout d'abord, nous avons Ronnie Lee Gardner, un homme dont la vie criminelle s'est terminée par une dernière volonté choquante et inhabituelle. Ronnie Lee Gardner est né en 1961 et sa vie a été assez mouvementée dès le début. Il a grandi dans une famille brisée, passant de foyers d'accueil à des centres de détention pour mineurs, et à l'âge adulte, il était déjà profondément ancré dans une vie criminelle. Gardner n'était pas seulement un petit voleur, il était aussi violent. En 1984, il a été condamné pour 2 meurtres distincts commis lors d'une série de crimes à Salt Lake City, dans l'Utah. La première victime était Melvin Otterstrom, un barman que Gardner a abattu lors d'un vol. Quelques semaines plus tard, alors qu'il comparaissait devant le tribunal pour ce meurtre, Gardner a réussi à se procurer une arme à feu et a abattu l'avocat Michael Burdell en tentant de s'échapper. Burdell était un passant innocent et sa mort n'a fait qu'ajouter à la gravité des crimes de Gardner. Gardner a été condamné à mort pour le meurtre de Burdell et c'est là qu'il a passé les 25 années suivantes de sa vie, dans le couloir de la mort. Le couloir de la mort est un endroit étrange et sinistre. C'est un monde d'attente, d'appels et de batailles juridiques. Et pour Gardner, c'est devenu toute son existence. Mais même face à l'exécution, Gardner a réussi à faire la une des journaux une dernière fois. Non pas pour ses crimes, mais pour sa dernière requête. Il a demandé à regarder la trilogie originale du Seigneur des Anneaux de Peter Jackson. Après un repas composé d'un steak, d'une queue de homard, d'une tarte aux pommes, d'une glace à la vanille et d'un setup, il a commencé un jeûne pendant qu'il regardait la série. Il a également reçu la visite d'un évêque et de sa famille avant son exécution. Lorsqu'on lui a demandé s'il avait des derniers mots à prononcer, il a répondu « Non, je n'en ai pas ». La dernière requête de Gardner reste l'un des aspects les plus étranges et les plus commentés de son histoire. Nous avons ensuite le cas d'un meurtrier dont la dernière requête était si étrange que l'État n'a pas pu l'honorer. James Edward Smith. James Smith est né en 1952 dans le comté de Jefferson, dans le Kentucky. Il aurait travaillé comme croupier de tarot à la Nouvelle-Orléans, en Louisiane, avant de déménager à Houston, au Texas, pour devenir chauffeur de taxi. En 1983, à Houston, au Texas, il a braqué la Union National Life Insurance Company et, au cours de ce braquage, il a abattu Larry Don Ross, le directeur régional de la compagnie. Cet acte était totalement injustifié. Smith avait déjà obtenu ce qu'il voulait et Ross l'avait supplié de ne pas tirer. Alors que Smith tentait de s'enfuir du lieu du crime, il a été poursuivi par les forces de l'ordre. Il a fini par trébucher et a été maîtrisé par des passants. Il a été jugé et les procureurs ont exposé les détails du crime. Les preuves étaient en clair et ne laissaient aucun doute sur la culpabilité de Smith. Sans surprise, il a été reconnu coupable de meurtre avec circonstances aggravantes et condamné à mort. C'est là que les choses deviennent intéressantes. Smith a passé près de 6 ans dans le couloir de la mort et pendant cette période, il est devenu une sorte de philosophe amateur. Il a étudié le droit, la religion et s'est même intéressé à l'occultisme. Il affirmait avoir vécu des expériences spirituelles et croyait en la réincarnation. Cela nous amène à sa dernière requête, où l'histoire prend une tournure vraiment bizarre. Lorsqu'on a demandé à Smith ce qu'il voulait pour son dernier repas, il n'a pas demandé un steak, du poulet frit ou même une part de tarte. Non, James Edward Smith a demandé une seule motte de terre. Plus précisément, il voulait un morceau d'herbe et de terre provenant de la cour de la prison. Pourquoi? Parce que Smith croyait qu'en consommant la terre, il pourrait absorber son énergie et l'emporter avec lui dans l'au-delà. Il pensait que cela l'aiderait à se réincarner ou, à tout le moins, lui donnerait un avantage spirituel dans ce qui l'attendait après. Les autorités pénitentiaires n'ont toutefois pas accédé à sa demande. Elles l'ont jugé inapproprié et lui ont proposé à la place un dernier repas moins étrange, du yaourt nature, qu'il a mangé. Philip Ray Workman. Né en 1953 à Fort Campbell, dans le Kentucky, Philip Ray Workman a grandi en déménageant régulièrement entre différentes bases militaires. Après le lycée, il s'est engagé dans l'armée, mais sa démobilisation en 1973 a marqué le début de ses démêlés avec la justice, notamment une condamnation pour cambriolage et possession de drogue en Géorgie, où il a purgé 25 mois d'une peine de 5 ans. En 1981, Workman a tenté de cambrioler un restaurant Wendy's. Il ne s'agissait pas d'un braquage minutieusement planifié, mais d'un acte désespéré commis par un homme fauché, toxicomane et à court d'options. Le cambriolage a terriblement mal tourné. Au cours du chaos, un policier, le lieutenant Ronald Oliver, a été abattu. Workman a été arrêté, jugé et condamné pour meurtre. L'accusation a soutenu que Workman avait tiré le coup fatal, mais l'affaire était loin d'être claire.
Il y avait des rapports contradictoires sur l'identité de la personne qui avait réellement tiré sur Oliver, et certains témoins ont même suggéré que la balle pouvait provenir de l'arme d'un autre policier pendant la fusillade. Malgré l'incertitude, Workman a été condamné à mort. C'est là que les choses deviennent intéressantes. Workman a passé plus de 25 ans dans le couloir de la mort, et pendant cette période, il a subi une profonde transformation. Il est devenu un chrétien fervent, a exprimé un profond remords pour ses actes, et s'est même forgé une réputation d'âme gentille et douce parmi ses co-détenus. Il passait son temps à peindre, à écrire de la poésie et à défendre les droits des animaux. Mais c'est sa dernière requête qui a vraiment attiré l'attention du monde entier. Lorsqu'on lui a demandé ce qu'il souhaitait pour son dernier repas, il a formulé une demande à la fois simple et profonde. Il a demandé qu'une grande pizza végétarienne soit livrée à une personne sans abri. Workman a expliqué qu'il voulait que son dernier geste soit un geste de gentillesse, un petit geste pour compenser la douleur qu'il avait causée au cours de sa vie. Les autorités pénitentiaires ont toutefois refusé d'honorer sa demande. Elles ont prétendu que c'était irréalisable et lui ont proposé à la place les options habituelles pour le dernier repas. Mais voici la partie incroyable. Lorsque la demande de Workman a été rendue publique, le public est intervenu. Des personnes du monde entier ont commencé à commander des pizzas et à les livrer à des refuges pour sans-abri en son nom. Cela s'est transformé en un mouvement populaire, avec des centaines de pizzas données à ceux qui en avaient besoin. D'une certaine manière, le dernier souhait de Workman a été exaucé, non pas par le système qui l'avait condamné, mais par la compassion d'inconnus. Lawrence Russell Brewer. Lawrence Russell Brewer est né en 1967 au Texas, et sa vie a été un véritable désastre dès le début. Il a grandi dans un environnement marqué par le racisme et la violence, et à l'âge adulte, il était profondément impliqué dans des groupes suprémacistes blancs, en particulier l'Aryan Brotherhood. Il s'agit d'un gang de prisonniers notoires, connu pour sa haine raciale et son implication dans le crime organisé. Le casier judiciaire de Brewer comprenait des infractions liées à la drogue, des cambriolages et d'autres actes violents. Mais c'est le meurtre de James Byrd Jr. en 1998 qui l'a rendu tristement célèbre. Le 7 juin 1998, Brewer et deux complices, John William King et Sean Allen Berry, ont pris en stop James Byrd Jr., un homme noir de 49 ans, à Jasper, au Texas. Byrd rentrait chez lui à pied après une réunion de famille lorsque les trois hommes lui ont proposé de le conduire. Ce qui s'est passé ensuite a été l'un des crimes haineux les plus brutaux de l'histoire moderne des États-Unis. Les hommes ont conduit Byrd sur une route isolée où ils l'ont battu, lui ont uriné dessus et l'ont enchaîné par les chevilles à l'arrière de leur camionnette. Ils l'ont ensuite traîné sur plus de 3 km le long d'une route goudronnée. Byrd est resté en vie pendant une grande partie de cette épreuve, mais son corps a finalement été déchiqueté. Ses restes ont été retrouvés éparpillés le long de la route, et la scène du crime était si horrible que les enquêteurs ont d'abord pensé qu'il s'agissait de l'œuvre d'un animal sauvage. Ce meurtre était clairement un acte de haine raciale, et il a provoqué une onde de choc dans tout le pays. Brewer, King et Berry ont été rapidement arrêtés, et tous trois ont été reconnus coupables du meurtre de Byrd. Brewer et King ont été condamnés à mort, tandis que Berry a été condamné à la prison à vie. Brewer a passé plus de 10 ans dans le couloir de la mort, où il a continué à défendre ses convictions racistes et n'a montré aucun remords pour ses actes. Il est devenu le symbole de la pire forme de violence raciale, et son affaire a servi de point de ralliement pour la législation sur les crimes haineux. En 2001, le Texas a adopté la loi James Byrd Jr., Hate Crimes Act, et en 2009, la loi fédérale Matthew Shepard and James Byrd Jr., Hate Crimes Prevention Act, a été promulguée. Passons maintenant à la partie qui ressort vraiment. La dernière demande de Brewer concernant son repas. Lorsqu'on lui a demandé ce qu'il voulait pour son dernier repas, Brewer n'a pas hésité. Il a commandé un festin comprenant 2 steaks frits avec de la sauce et des oignons émincés, un cheeseburger triple bacon, une omelette au fromage avec du bœuf haché, tomates, oignons, poivrons et piments jalapeno, un bol d'okra frit, une livre de barbecue avec une demi-miche de pain blanc, 3 fajitas, une pizza pour les amateurs de viande, une pinte de crème glacée Bluebell, une tranche de fudge au beurre de cacahuètes, avec des cacahuètes concassées et 3 root beer. Oui, vous avez bien entendu. Le dernier repas de Brewer était un festin gargantuesque et glouton qui semblait presque conçu pour se moquer du système. Mais voici le plus incroyable. Il n'en a pas mangé une seule bouchée. Lorsque le repas lui a été apporté, Brewer aurait dit « Je n'ai pas faim » et aurait laissé la nourriture intacte. La demande de dernier repas de Brewer a suscité l'indignation, non seulement en raison de son caractère excessif, mais aussi parce qu'elle semblait être un dernier acte de défi. En réponse, le département de la justice pénale du Texas a aboli la tradition des derniers repas spéciaux pour les condamnés à mort. À partir de ce moment, les détenus ont reçu le même repas que le reste de la population carcérale. Le 21 septembre 2011,
Lawrence Russell Brewer a été exécuté par injection létale. Ses derniers mots ont été « Non, je n'ai pas de dernière déclaration à faire ». Sa mort a apporté une certaine paix à la famille de Byrd, mais l'héritage de son crime et de son dernier repas reste un chapitre sombre de l'histoire américaine. Le condamné à mort suivant a cherché à apporter la paix avec sa dernière requête. Victor Feguer. Victor Feguer est né en 1935 à Détroit, dans le Michigan, et ses premières années ont été marquées par l'instabilité et les difficultés. Feguer était un vagabond, passant d'un endroit à l'autre, et sa vie semblait être une succession de mauvaises décisions et d'occasions manquées. Mais en 1960, la vie de Feguer a pris un tournant sombre et irréversible. En février de cette année-là, Feguer se trouvait à Dubuque, dans l'Iowa, lorsqu'il a décidé d'enlever un médecin local nommé Edward Bartels. Le mobile de Feguer? Il voulait avoir accès aux médicaments que Bartels pouvait avoir sur lui pour soigner ses patients. Feguer a forcé Bartels à monter dans sa voiture sous la menace d'une arme, l'a conduit de l'autre côté de la frontière de l'Illinois, puis lui a tiré une balle dans la tête. Le corps de Bartels a été retrouvé quelques jours plus tard dans une région isolée, et Feguer a été arrêté peu après en Alabama. Ce crime brutal et insensé a choqué la petite communauté de Dubuque. Feguer a été accusé d'enlèvement et de meurtre, et son procès a été rapide. Il a été reconnu coupable et condamné à mort. À l'époque, la peine de mort était encore largement appliquée aux États-Unis, et l'affaire Feguer fut l'une des premières affaires fédérales passibles de la peine capitale depuis des décennies. Il fut envoyé au pénitencier fédéral de Leavenworth, au Kansas, où il passa les 3 années suivantes dans l'attente de son exécution. C'est là que les choses deviennent vraiment étranges. Lorsque le moment de l'exécution de Feguer est arrivé en 1963, on lui a demandé s'il avait une dernière requête. La plupart des gens auraient demandé un dernier repas, la possibilité de parler à leurs proches, ou même une dernière cigarette. Mais pas Victor Feguer. Sa dernière requête? Une seule olive. Oui, vous avez bien lu, une olive. Pas un repas raffiné, pas une boisson, juste une olive. Et pas n'importe quelle olive. Il a spécifiquement demandé qu'elle contienne encore son noyau. Il a dit aux gardes qu'il espérait qu'un olivier pousserait sur sa tombe en signe de paix. Les autorités pénitentiaires ont accepté la demande de Feguer et on lui a donné une seule olive contenant encore son noyau. Après son exécution par pendaison, le noyau de l'olive a été retrouvé dans l'une des poches de sa chemise. L'exécution de Victor Feguer fut la dernière exécution fédérale aux États-Unis jusqu'en 2001, date à laquelle Timothy McVeigh fut condamné à mort pour l'attentat d'Oklahoma City. L'histoire de Feguer n'est donc pas seulement une anecdote étrange dans l'histoire criminelle, mais aussi un moment important dans l'histoire plus large de la peine capitale en Amérique. Contrairement à Victor, le prochain tueur de cette liste a fait une demande beaucoup plus élaborée. John Wayne Gacy. John Wayne Gacy est né en 1942 à Chicago, dans l'Illinois. En apparence, il semblait être un homme ordinaire, homme d'affaires, bénévole au sein de sa communauté et même clown à temps partiel qui se produisait lors de fêtes pour enfants sous le nom de Pogo le clown. Mais derrière cette façade se cachait un individu profondément perturbé. Gacy a eu une enfance difficile, marquée par un père violent et un sentiment d'inadéquation. À l'âge adulte, il a lutté contre sa sexualité et a caché son attirance pour les hommes derrière un masque de respectabilité. Il s'est marié 2 fois, mais ces 2 mariages ont abouti à un divorce, et son côté sombre a commencé à émerger. Dans les années 1970, Gacy a commencé à attirer des jeunes hommes et des garçons chez lui, sous prétexte de leur montrer un tour de magie. Une fois sur place, il les battait et les tuait. Il enterrait la plupart de ses victimes dans le vide sanitaire sous sa maison, tandis que d'autres étaient jetés dans les rivières voisines. Les crimes de Gacy sont restés inconnus pendant des années, en partie parce qu'il savait très bien jouer le rôle d'un citoyen respectable. Il était actif dans sa communauté, organisant même des fêtes de quartier et posant pour des photos avec la première dame, Rosalynn Carter, lors d'un événement démocrate. Mais en 1978, le masque a commencé à tomber. La disparition de Robert Piest, 15 ans, a conduit la police jusqu'à Gacy. Lorsqu'ils ont fouillé son domicile, ils ont découvert l'horrible vérité. Le vide sanitaire était rempli de restes humains. Au cours de l'enquête, Gacy a avoué avoir tué 33 jeunes hommes et garçons, ce qui fait de lui l'un des tueurs en série les plus prolifiques de l'histoire des États-Unis. Il a été reconnu coupable de 33 meurtres en 1980 et condamné à mort. Gacy a passé 14 ans dans le couloir de la mort, où il a continué à manipuler et à perturber son entourage. Il a peint des clowns, des autoportraits et même des scènes de films Disney qu'il a vendus à des collectionneurs. Il a également clamé son innocence, attribuant ses crimes à un alter ego fictif nommé Jack Hanley. Mais ses recours ont été épuisés et, le 10 mai 1994, Gacy a été exécuté par injection létale au centre correctionnel de Stateville, dans l'Illinois.
Passons maintenant à la partie qui ressort vraiment, la dernière requête de Gacy. Lorsqu'on lui a demandé ce qu'il voulait pour son dernier repas, Gacy n'a pas demandé de steak, de homard, ni même une part de pizza. Il a plutôt demandé un seau de poulet frit du Kentucky, une douzaine de crevettes frites, des frites, une livre de fraises et un Coca Light. Il a également organisé un pique-nique privé dans l'enceinte de la prison avec sa famille. L'exécution de Gacy a permis aux familles de ses victimes de tourner la page, mais son héritage reste une tache sombre dans l'histoire américaine. Ces crimes étaient si odieux qu'ils ont changé la façon dont les forces de l'ordre traitent les cas de personnes disparues, et son surnom, le clown tueur, a jamais associé les clowns à la peur dans la culture populaire. Nous allons maintenant nous intéresser à un tueur qui semblait repentant et qui a demandé pardon comme dernier souhait. Richard Lee Tabler. Richard Lee Tabler est né le 5 février 1979 dans le comté de Tulare, en Californie, au sein d'une famille marquée par un mariage tumultueux. Cet environnement instable a probablement influencé ses années de formation, préparant le terrain pour son comportement criminel ultérieur. Avant 2004, Tabler a été condamné pour cambriolage au 2e degré, évasion et voie de fait sur un agent de police, purgeant une peine de 3 ans de prison en Californie. Son casier judiciaire mettait en évidence une tendance à la violence et au mépris de l'autorité. Après sa libération, il s'est installé au Texas, où il s'est livré au trafic de drogue près de Fort Hood. Le 26 novembre 2004, avec Timothy Doan Payne, il a tué 2 hommes lors d'une dispute dans un club de striptease. 2 jours plus tard, il a tué 2 danseuses adolescentes, probablement pour couvrir ses traces. Il a été condamné pour meurtre avec circonstances aggravantes en 2007 et a été condamné à mort. Pendant son séjour en prison, Tabler a subi un changement important. Il est devenu un chrétien fervent, consacrant le reste de sa vie à sa croissance spirituelle et à la recherche du pardon pour son passé. Cette transformation était évidente dans son dernier souhait, qui n'était pas une demande de luxe matériel ou de confort personnel, mais un idéal qui transcendait sa situation. Tabler a demandé la justice, l'égalité et la paix dans le monde, un souhait qui reflétait ses nouvelles valeurs et son désir d'un monde meilleur. Bien que ses souhaits dépassaient les capacités de la prison, il reflète un homme qui avait accepté ses actes et cherchait à laisser un héritage positif. La suivante est la seule femme de cette liste, qui avait une dernière requête simple mais étrange. Aileen Wuornos. Aileen Wuornos est née en 1956 à Rochester, dans le Michigan, et son enfance a été un véritable cauchemar. Abandonnée par sa mère, élevée par ses grands-parents, elle a été victime d'abus sexuels répétés de la part de son grand-père. À l'adolescence, elle vivait dans les bois, luttant pour se nourrir et se loger. Elle a fini par se prostituer pour survivre et sa vie est tombée dans un cycle de violence, de toxicomanie et d'instabilité. À la fin des années 1980, Wuornos a commencé à tuer. Elle a affirmé que ses victimes, 7 hommes au total, l'avaient gravement maltraitée pendant qu'elle travaillait. Selon Wuornos, ces meurtres étaient des actes de légitime défense. Mais les preuves racontaient une autre histoire. Elle a abattu ses victimes comme dans une exécution, les a volées et a abandonné leurs corps sur les autoroutes de Floride. Ces crimes sont restés non élucidés pendant des années, mais en 1991, elle a été arrêtée après qu'une empreinte digitale l'ait reliée à l'un des meurtres. Pendant son procès, Wuornos a fait sensation dans les médias. Son comportement rude, ses accès de colère et ses affirmations de légitime défense ont fait d'elle une figure controversée. Certains la considéraient comme une victime d'abus systémiques, tandis que d'autres la voyaient comme une tueuse de sang-froid. Finalement, elle a été reconnue coupable de 6 meurtres et condamnée à mort. Wuornos a passé plus de 10 ans dans le couloir de la mort, où son comportement est devenu de plus en plus erratique. Elle affirmait que la police avait fabriqué des preuves, que ses avocats l'avaient trahie et qu'elle était contrôlée par les forces gouvernementales. Elle a même essayé de renvoyer son équipe juridique et de renoncer à ses appels, affirmant qu'elle voulait se rendre à la chambre d'exécution le plus rapidement possible. Malgré son déclin mental, son exécution a été reportée à plusieurs reprises. Finalement, le 9 octobre 2002, Wuornos a été exécuté par injection létale en Floride. Passons maintenant à la partie qui ressort vraiment, la dernière requête de Wuornos. Lorsqu'on lui a demandé ce qu'elle voulait pour son dernier repas, elle n'a pas demandé de steak, de homard, ni même une part de tarte. Elle a simplement demandé une tasse de café noir. Pas de festin élaboré, pas de geste symbolique, juste une tasse de café. Cela contrastait fortement avec les derniers repas extravagants demandés par d'autres condamnés à mort, et cela semblait presque poétique dans sa simplicité. Certains ont émis l'hypothèse que Wuornos, qui avait passé des années dans un état d'agitation constante, voulait simplement quelque chose pour calmer ses nerfs. D'autres pensent que cela reflétait sa vision nihiliste du monde, un dernier acte de défi discret. La vie et les crimes de Wuornos ont fait l'objet d'innombrables livres, documentaires et même d'un film hollywoodien. Mais sa dernière requête,
une simple tasse de café, reste l'un des détails les plus marquants de son histoire. Le dernier sur cette liste est le tristement célèbre poseur de bombes d'Oklahoma City, dont le dernier souhait était si simple qu'il a stupéfié les gardiens de prison. Timothy McVeigh. Timothy McVeigh est né en 1968 à Pendleton, dans l'État de New York, et selon tous les témoignages, il était un enfant tout à fait ordinaire. Il a grandi dans une famille ouvrière, était bon élève et a même rejoint les scouts. Mais en grandissant, McVeigh est devenu de plus en plus obsédé par les armes à feu, l'histoire militaire et les idéologies anti-gouvernementales. Après le lycée, il s'est engagé dans l'armée américaine, où il a servi pendant la guerre du Golfe et a reçu une étoile de bronze pour ses performances. Mais son passage dans l'armée a également renforcé sa méfiance envers le gouvernement, en particulier après les affrontements meurtriers de Ruby Ridge et de Waco, qu'il considérait comme la preuve d'un abus de pouvoir de la part du gouvernement fédéral. Au milieu des années 1990, McVeigh était devenu un extrémiste radicalisé. Il estimait que le gouvernement américain était tyrannique et devait être confronté à la violence. Le 19 avril 1995, il a commis l'un des actes de terrorisme intérieur les plus dévastateurs de l'histoire des États-Unis. McVeigh a garé un camion Ryder loué, rempli de plus de 4800 livres d'explosifs, devant l'immeuble fédéral Alfred P. Murrah à Oklahoma City. À 9h02, la bombe a explosé, tuant 167 personnes, dont 19 enfants, et en blessant plus de 600 autres. L'explosion a détruit le bâtiment et laissé un cratère gigantesque au cœur de la ville. Ce fut un acte de violence horrible qui a choqué la nation et changé la façon dont les Américains percevaient le terrorisme. McVeigh a été arrêté seulement 90 minutes après l'attentat, lorsqu'un policier de l'État l'a arrêté pour conduite sans plaque d'immatriculation. Il a rapidement été lié à l'attaque et, pendant son procès, il n'a montré aucun remords pour ses actes. McVeigh se considérait comme un patriote et un martyr, affirmant que l'attentat était un acte de rébellion nécessaire contre un gouvernement corrompu. En 1997, il a été reconnu coupable de 11 infractions fédérales, dont l'utilisation d'une arme de destruction massive, et condamné à mort. McVeigh a passé 4 ans dans le couloir de la mort, où il a continué à justifier ses actes et a même écrit un livre défendant son idéologie. Il a renoncé à ses appels, déclarant qu'il souhaitait être exécuté le plus rapidement possible. Le 11 juin 2001, McVeigh a été exécuté par injection létale au pénitencier fédéral de Terre Haute, dans l'Indiana. Son exécution était la première exécution fédérale aux États-Unis depuis 1963, et elle a été retransmise en direct aux survivants et aux familles des victimes par télévision en circuit fermé. Passons maintenant à la partie qui ressort vraiment, la dernière requête de McVeigh. Lorsqu'on lui a demandé ce qu'il souhaitait pour son dernier repas, il a demandé uniquement 2 pintes de glace à la menthe et aux pépites de chocolat. C'était une requête étrangement simple pour un homme qui avait causé tant de destruction. Certains ont émis l'hypothèse que McVeigh, connu pour son attitude stoïque, voulait simplement quelque chose de réconfortant pour ses dernières heures. D'autres pensent que c'était un clin d'œil à son enfance, un petit goût de normalité avant sa mort. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous souhaitez regarder une autre vidéo fascinante comme celle-ci, cliquez dès maintenant sur l'une des cases à l'écran.